L'arbre, pilier de la vie. Une affirmation qui, à première vue, peut sembler d'une simplicité désarmante, voire triviale. Pourtant, en y regardant de plus près, en plongeant dans les profondeurs de sa physiologie, de son écologie, de son histoire et de son symbolisme, on découvre une complexité et une interconnexion stupéfiantes qui justifient pleinement cette assertion. L'arbre n'est pas simplement un végétal parmi d'autres, il est un architecte du vivant, un régulateur des écosystèmes, un mémorial de l'existence et une promesse de pérennité. Considérons d'abord la physiologie de l'arbre, une merveille d'ingénierie biologique. La photosynthèse, ce processus biochimique fondamental, en est le cœur. Les feuilles, ces capteurs solaires par excellence, absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et, grâce à l'énergie lumineuse et à l'eau puisée dans le sol par les racines, le transforment en glucose, source d'énergie pour la plante, et en oxygène, indispensable à la respiration de la plupart des formes de vie sur Terre. Un seul arbre mature peut produire suffisamment d'oxygène pour subvenir aux besoins de plusieurs êtres humains et absorber des centaines de kilogrammes de dioxyde de carbone chaque année. Les forêts mondiales, dans leur ensemble, sont de véritables poumons de la planète, régulant la composition atmosphérique à une échelle que l'ingénierie humaine ne saurait imiter. L'interaction des arbres avec leur environnement est un modèle de complexité. Les arbres peuvent communiquer entre eux non seulement par des échanges de nutriments via le réseau mycorhizien, mais aussi par des signaux chimiques aériens. Par exemple, lorsqu'un arbre est attaqué par des insectes, il peut libérer des composés organiques volatiles qui alertent les arbres voisins, les incitant à produire des défenses chimiques. Cette forme de communication interplante, longtemps ignorée ou sous-estimée, révèle une intelligence collective du monde forestier. L'arbre, dans sa diversité, est également une source inépuisable d'inspiration pour l'art, la littérature et la science. Ses formes, ses textures, ses couleurs, la complexité de sa ramification ont fasciné les artistes de tous les temps. Les poètes ont célébré sa majesté, sa force tranquille et son rôle nourricier. Les scientifiques continuent d'explorer ses mécanismes de résilience, sa capacité d'adaptation et son potentiel à nous éclairer sur les enjeux du vivant. Cependant, malgré son importance capitale, l'arbre est aujourd'hui menacé à une échelle sans précédent. La déforestation, l'urbanisation, les maladies, les parasites et les effets du changement climatique mettent en péril des millions d'hectares de forêts chaque année. La perte de ces écosystèmes ne se limite pas à la disparition d'espèces végétales et animales. Elle a des répercussions profondes sur les cycles biogéochimiques mondiaux, la régulation climatique, la disponibilité en eau douce et la survie même de l'humanité. La prise de conscience de l'importance de l'arbre est donc une nécessité impérieuse. La plantation d'arbres, la gestion durable des forêts, la lutte contre la déforestation illégale et la protection des forêts primaires sont des actions concrètes et urgentes. Chaque arbre planté, chaque forêt préservée est un investissement dans l'avenir, une contribution à la stabilité et à la vitalité de la Terre. En somme, l'arbre n'est pas un simple élément du paysage. Il est un système vivant complexe, un acteur majeur des grands équilibres planétaires, un réservoir de biodiversité, un régulateur climatique, un fournisseur de ressources essentielles et un symbole puissant. L'arbre est, de fait, un pilier fondamental de la vie sur Terre, et sa préservation est indissociable de la nôtre. L'étude de l'arbre révèle une sagesse ancienne et une ingénierie naturelle d'une sophistication inégalée, nous invitant à une humilité et une admiration renouvelées face au monde vivant. Le système racinaire de l'arbre est tout aussi remarquable. Bien plus qu'un simple ancrage physique, il est un réseau complexe d'absorption et de communication. Les racines explorent le sol sur des profondeurs et des étendues considérables, puisant l'eau et les nutriments essentiels. La surface totale des racines d'un grand arbre peut s'étendre sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés, multipliant les points de contact avec le substrat. De plus, de nombreuses espèces d'arbres entretiennent des relations symbiotiques avec des champignons mycorhiziens.
Ces champignons étendent le réseau d'absorption des racines, facilitant l'accès à l'eau et aux minéraux, notamment le phosphore et l'azote, en échange de sucre produit par la photosynthèse. Cette interdépendance souterraine, souvent invisible, est un pilier de la fertilité des sols et de la santé des écosystèmes forestiers. Le tronc et les branches, quant à eux, ne sont pas de simples supports. Le xylème, le bois, est un système vasculaire qui transporte l'eau et les nutriments des racines vers les feuilles. Ce transport se fait contre la gravité grâce à un ensemble de forces, dont la transpiration foliaire, qui crée une tension continue tirant l'eau vers le haut. Le phloème, juste sous l'écorce, est le tissu qui achemine les sucres produits par la photosynthèse des feuilles vers les zones de croissance et de stockage, telles que les racines et les fruits. L'écorce elle-même est une protection vitale contre les agressions extérieures, les insectes, les maladies, les intempéries et les variations de température. Chaque strate de l'arbre, de l'écorce la plus externe au cœur du bois, remplit une fonction essentielle à sa survie et à sa croissance. Au-delà de sa physiologie individuelle, l'arbre est un architecte des écosystèmes. Les forêts, qu'elles soient tropicales, tempérées ou boréales, sont des réservoirs de biodiversité sans équivalent. Elles offrent des habitats à d'innombrables espèces animales et végétales, des mammifères aux oiseaux, des insectes aux micro-organismes. Les canopées des forêts tropicales, par exemple, sont des écosystèmes suspendus, abritant une faune et une flore spécifiques qui ne descendent jamais au sol. Les arbres modifient localement le microclimat, créant des zones d'ombre, réduisant la vitesse du vent et augmentant l'humidité de l'air, des conditions propices à une diversité biologique accrue. Les arbres jouent également un rôle crucial dans le cycle de l'eau. Par la transpiration, ils relâchent d'énormes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère, contribuant à la formation des nuages et des précipitations. Les forêts agissent comme des éponges géantes, interceptant les pluies, ralentissant leur écoulement et permettant une infiltration progressive dans le sol, rechargeant ainsi les nappes phréatiques. La déforestation, à l'inverse, entraîne une augmentation du ruissellement de surface, une érosion des sols et une diminution de la disponibilité en eau douce, avec des conséquences désastreuses sur les populations humaines et les écosystèmes. En termes de régulation climatique, le rôle des arbres est primordial. En absorbant le dioxyde de carbone, ils atténuent l'effet de serre et contribuent à la stabilisation des températures mondiales. Les forêts anciennes, en particulier, sont des puits de carbone massifs, ayant accumulé des centaines d'années de carbone dans leur bois et dans le sol. La protection et la restauration des forêts sont donc des stratégies essentielles dans la lutte contre le changement climatique. L'histoire de l'humanité est intrinsèquement liée à celle des arbres. Depuis des millénaires, les arbres ont fourni à l'homme le bois pour le chauffage, la construction, la fabrication d'outils et de meubles. Le papier, support essentiel de la connaissance et de la communication, est issu de la fibre de bois. Les arbres fruitiers ont nourri les civilisations et leurs extraits ont souvent eu des propriétés médicinales. Les forêts ont été des lieux de subsistance, de refuge et d'inspiration. La déforestation à grande échelle a souvent précédé le déclin de civilisations, soulignant la dépendance fondamentale de l'homme vis-à-vis des ressources forestières. Au-delà de ces aspects matériels, l'arbre occupe une place prépondérante dans le symbolisme universel. Dans de nombreuses cultures, l'arbre est un symbole de vie, de croissance, de sagesse et de connexion entre le ciel et la terre. L'arbre de vie est une figure mythologique et religieuse récurrente, représentant l'interconnexion de toutes les formes de vie. Ses racines plongent dans les profondeurs de la terre, symbolisant le passé et les origines, tandis que ses branches s'élèvent vers le ciel, évoquant l'avenir et l'aspiration spirituelle. L'arbre est également un symbole de résilience et de longévité, capable de traverser les siècles, de résister aux tempêtes et de se renouveler. Certains arbres millénaires sont considérés comme des monuments vivants, des témoins silencieux de l'histoire. La dendrochronologie, l'étude des cernes de croissance des arbres, permet de remonter le temps et de reconstituer les variations climatiques passées. Chaque cerne annuelle enregistre les conditions météorologiques de l'année, offrant une archive naturelle précieuse pour la paléoclimatologie. Les arbres sont ainsi des chronomètres vivants, des gardiens de la mémoire environnementale.
Dans l'immense tapisserie du vivant, où chaque brin de matière et d'énergie s'entrelace pour former la symphonie de l'existence, il est un élément d'une simplicité déconcertante, pourtant porteur d'une complexité et d'une puissance inouïe, la graine. Cette minuscule capsule, souvent insignifiante au regard profane, est bien plus qu'une simple réserve de nutriments. Elle est, par essence, une promesse d'avenir, encapsulée, miniaturisée et attendant le moment propice pour éclore. La graine est une merveille d'ingénierie biologique. Sa structure, bien que variée d'une espèce à l'autre, obéit à des principes fondamentaux communs. Au cœur de cette entité se trouve l'embryon, une plante miniature, déjà formée, bien que rudimentaire. Il est composé d'une radicule, qui deviendra la racine primaire, d'une tigelle, qui donnera naissance à la tige, et de cotylédons, ces feuilles embryonnaires qui serviront de première réserve nutritive ou de première feuille photosynthétique. Autour de cet embryon se trouvent les tissus de réserve, l'endosperme ou les cotylédons eux-mêmes, gorgés de glucides, de lipides et de protéines, prêts à alimenter la croissance initiale. L'ensemble est protégé par un tégument, une enveloppe externe dure et résistante qui assure la protection contre les agressions physiques, les pathogènes et la dessiccation. Cette conception est un exemple frappant d'optimisation, chaque composant ayant un rôle précis et essentiel à la survie et au développement futur de la plante. La diversité des graines est stupéfiante. Elle reflète la prodigieuse adaptation des plantes à une multitude d'environnements et de stratégies de dissémination. Des graines minuscules comme celle de l'orchidée, ne pesant que quelques microgrammes et dépendant du vent pour leur dispersion, aux graines géantes du cocotier pouvant atteindre plusieurs kilogrammes qui flottent sur les océans pour coloniser de nouvelles terres. Entre ces extrêmes, des milliers de formes, de tailles, de couleurs et de textures existent, chacune étant une solution évolutive à un défi particulier. Certaines graines sont lisses et aérodynamiques pour le transport éolien, d'autres sont crochues pour s'accrocher aux poils d'animaux, d'autres encore sont charnues et savoureuses pour inciter les animaux à les ingérer et à les disperser après digestion. La forme des graines peut être un indicateur précieux des stratégies de survie et de dissémination développées par les espèces végétales au cours de millions d'années d'évolution. La viabilité des graines est un phénomène remarquable. Certaines graines ont une durée de vie très courte, ne pouvant germer que quelques jours ou semaines après leur formation, tandis que d'autres peuvent rester viables pendant des décennies, voire des siècles, dans des conditions de dormance appropriées. Des exemples célèbres incluent la graine de lotus sacré, retrouvée dans un ancien lit de lac asséché et ayant germé après plus de 1000 ans, ou la graine de palmier dattier de Judée datant de près de 2000 ans qui a également donné naissance à une plante vivante. Cette longévité exceptionnelle est due à une combinaison de facteurs, notamment la faible teneur en eau de la graine qui réduit l'activité métabolique à un minimum et la présence de composés protecteurs qui limitent les dommages cellulaires et l'oxydation. La capacité d'une graine à maintenir sa viabilité est cruciale pour la survie d'une espèce dans des environnements imprévisibles, permettant aux populations de persister à travers des périodes défavorables. Cette longévité exceptionnelle est due à une combinaison de facteurs, notamment la faible teneur en eau de la graine qui réduit l'activité métabolique à un minimum et la présence de composés protecteurs qui limitent les dommages cellulaires et l'oxydation. La capacité d'une graine à maintenir sa viabilité est cruciale pour la survie d'une espèce dans des environnements imprévisibles, permettant aux populations de persister à travers des périodes défavorables. La dormance est un état physiologique fascinant et souvent essentiel pour la graine. Elle empêche la germination prématurée dans des conditions environnementales défavorables qui ne permettraient pas la survie de la jeune plantule. Cette dormance peut être endogène, due à des inhibiteurs chimiques dans la graine elle-même, ou exogène, nécessitant des conditions environnementales spécifiques pour être levée. La stratification froide, par exemple, où les graines sont exposées à des températures basses et humides pendant une période prolongée, est une exigence commune pour de nombreuses espèces tempérées, simulant les conditions hivernales et assurant que la germination n'aura lieu qu'au printemps, lorsque les conditions sont plus clémentes. La scarification, qui implique d'endommager physiquement le tégument pour permettre l'absorption d'eau, est nécessaire pour d'autres espèces dont les téguments sont particulièrement durs et imperméables.
Le passage dans le tractus digestif d'un animal peut également servir de processus de scarification ou de stratification chaude, essentiel à la germination de certaines graines. La dormance est ainsi une stratégie de survie sophistiquée permettant à la graine de lire son environnement et de n'éclore que lorsque les chances de succès sont maximales. Le processus de germination lui-même est une séquence orchestrée d'événements biochimiques et physiologiques. Il débute généralement par l'imbibition, l'absorption d'eau par la graine. Cette absorption provoque le gonflement de la graine et l'activation des enzymes dormantes. Ces enzymes commencent alors à métaboliser les réserves nutritives stockées, transformant les glucides complexes en sucre simple, les lipides en acides gras et glycérol et les protéines en acides aminés. Cette énergie et ces matériaux de construction sont ensuite utilisés pour la croissance de l'embryon. La radicule est généralement la première à émerger du tégument, s'ancrant dans le sol pour absorber l'eau et les nutriments. Elle est suivie par la tigelle qui pousse vers la lumière, portant les cotylédons et plus tard les premières vraies feuilles. Ce passage de la dormance à la vie active est un moment critique, dépendant de la disponibilité en eau, de la température, de la lumière et de l'oxygène, facteurs qui doivent être dans une plage optimale pour que la germination ait lieu. La graine est également un acteur central dans les écosystèmes. Elle représente non seulement le potentiel de renouvellement de la végétation, mais aussi une source de nourriture essentielle pour une multitude d'organismes. Les granivores, qu'il s'agisse d'insectes, d'oiseaux ou de mammifères, dépendent des graines pour leur subsistance, contribuant ainsi à la dissémination de certaines espèces et au maintien de la biodiversité. Les banques de graines dans le sol sont des réservoirs de vie, contenant des millions de graines, certaines prêtes à germer immédiatement, d'autres en dormance, attendant le signal approprié. Ces banques de graines jouent un rôle crucial dans la régénération des écosystèmes après des perturbations, telles que les incendies, les inondations ou les coupes forestières, permettant aux espèces de recoloniser rapidement les zones affectées. Au-delà de son rôle biologique et écologique, la graine revêt une importance culturelle et économique immense pour l'humanité. Depuis les débuts de l'agriculture, les graines ont été la base de notre alimentation, fournissant les céréales, les légumineuses, les oléagineux et de nombreux autres produits essentiels. La domestication des plantes a été un processus de sélection patiente, où les humains ont choisi les graines présentant les caractéristiques les plus désirables, augmentant la taille des récoltes, améliorant la résistance aux maladies et adaptant les cultures à différents climats. La conservation des semences est aujourd'hui une préoccupation majeure, avec des banques de graines à travers le monde, comme le Svalbard Global Seed Vault, qui s'efforce de préserver la diversité génétique des plantes cultivées et sauvages pour les générations futures, assurant ainsi la sécurité alimentaire et la résilience face aux changements climatiques. La graine, dans sa simplicité apparente, est une métaphore puissante. Elle incarne la persévérance, la résilience et le potentiel latent. Elle nous rappelle que le plus petit des commencements peut mener au plus grand des accomplissements. Chaque graine est une histoire inachevée, une vie en attente, une promesse d'un futur où, avec les conditions appropriées, un arbre majestueux pourra s'élever vers le ciel, apportant ombre, oxygène et vie. Elle est le symbole par excellence du cycle de la vie, de la régénération et de l'espoir. La graine n'est pas la fin d'un cycle, mais le commencement potentiel d'un nouveau, perpétuant l'héritage génétique de son parent et ouvrant la voie à l'épanouissement d'une nouvelle existence. Elle est la garantie silencieuse que la vie persistera, s'adaptera et se renouvellera, quelles que soient les épreuves. La graine, promesse latente, inaugure un processus d'une complexité et d'une résilience sidérantes. Sa germination, loin d'être un acte isolé, est le point de convergence de facteurs environnementaux précis où l'humidité, la température et l'oxygène agissent comme des déclencheurs orchestrés. L'émergence de la radicule, première expression visible de vie, ancre l'organisme dans le substrat, inaugurant une quête d'eau et de minéraux qui ne cessera jamais. Simultanément, la plantule s'élève, orientant ses cotylédons vers la lumière, amorçant la photosynthèse, processus biochimique fondamental qui convertit l'énergie solaire en sucre, carburant essentiel à la croissance. Cette phase initiale, apparemment modeste, est l'une des plus vulnérables. La jeune pousse est exposée à une multitude de menaces.
La prédation par les herbivores, la compétition pour les ressources avec d'autres végétaux, les aléas climatiques tels que les gelées tardives ou les sécheresses précoces. Chaque cotylédon dévoré, chaque chute de température inattendue représente un obstacle potentiel à la survie. Seuls les plus robustes, ou celles bénéficiant d'un concours de circonstances favorables, parviennent à dépasser ce stade critique et à établir un système racinaire et foliaire suffisamment développé pour assurer leur autonomie. Le bois mort, loin d'être un gaspillage, est un élément fondamental de l'écosystème forestier. Il retourne lentement ses nutriments au sol, enrichissant le substrat et favorisant la croissance de nouvelles générations. Il constitue un micro-habitat pour une multitude d'insectes zygophages, de champignons décomposeurs et de micro-organismes qui jouent un rôle essentiel dans le cycle des nutriments. Il est également une source d'humidité et un abri pour la faune. La décomposition du bois mort est un processus long et complexe, impliquant une succession d'organismes, chacun intervenant à un stade précis de la dégradation de la matière organique. La vie de l'arbre est ainsi un défi perpétuel, une lutte constante contre les éléments, les maladies et la compétition. Chaque année de croissance, chaque branche déployée, chaque racine étendue est une victoire remportée face à l'adversité. C'est un témoignage silencieux de la résilience et de l'ingéniosité du vivant, un cycle ininterrompu de naissance, de croissance, de reproduction et de déclin, qui continue d'alimenter la complexité et la vitalité des écosystèmes terrestres. La durée de vie d'un arbre, qui peut s'étendre sur des siècles, voire des millénaires pour certaines espèces, incarne cette persévérance, transformant le temps en une dimension palpable de son existence. Chaque strate de croissance, chaque irrégularité dans l'herse, chaque cicatrice d'une branche brisée raconte une histoire de survie et d'adaptation face aux incessantes pressions du monde extérieur. C'est une chronique silencieuse de la confrontation avec l'incertitude et de l'affirmation continue de la vie. L'établissement de la structure juvénile marque le début d'une croissance en hauteur et en largeur. Le cambium vasculaire, cette fine couche de cellules méristématiques, est le moteur de cette expansion. Il produit vers l'intérieur le xylème, constituant le bois, et vers l'extérieur le phloème, responsable du transport des sucres. Le xylème, par son rôle de conduit pour l'eau et les nutriments, mais aussi de support mécanique, détermine la stature et la résistance de l'arbre. Chaque cerne de croissance, addition annuelle de cellules de xylème, est un registre chronologique des conditions environnementales rencontrées, révélant les années fastes et les périodes de stress hydrique ou thermique. La compétition pour la lumière est un facteur prépondérant dans les écosystèmes forestiers. Les arbres, en particulier dans les forêts denses, déploient des stratégies complexes pour maximiser leur exposition. L'élagage naturel des branches inférieures privées de lumière permet à l'arbre de concentrer ses ressources sur la canopée supérieure. La forme de la couronne, qu'elle soit conique chez les conifères pour résister à la neige ou étalée chez les feuillus pour capter un maximum de rayonnement, est une adaptation à ces contraintes. La hauteur devient un avantage comparatif, permettant d'intercepter la lumière avant les concurrents. Mais elle implique un coût énergétique considérable pour le transport de l'eau contre la gravité. Le système racinaire, souvent invisible, est tout aussi complexe et essentiel. Il ancre l'arbre, résistant au vent et aux perturbations du sol. Il est le lieu d'absorption de l'eau et des minéraux, un processus facilité par l'expansion de la surface d'échange grâce à la ramification des racines et à la présence de poils absorbants. La symbiose avec les champignons mycorhiziens, où l'arbre fournit des sucres et le champignon facilite l'absorption d'éléments nutritifs, est un exemple éloquent de cette interdépendance écologique. Sans un système racinaire efficace, l'arbre ne peut ni se nourrir ni se maintenir. La vie de l'arbre n'est pas une progression linéaire et ininterrompue. Elle est ponctuée de défis perpétuels. Les maladies, qu'elles soient fongiques, bactériennes ou virales, représentent des menaces constantes. La pourriture du cœur, la graphiose de l'orme ou la chalarose du frêne sont autant d'exemples de pathogènes capables de dévaster des populations entières. Les insectes ravageurs, du scolyte du pin à la chenille processionnaire, peuvent défolier, affaiblir ou même tuer des arbres. La défense de l'arbre repose sur un arsenal biochimique complexe,
des tanins aux terpènes, ainsi que sur des mécanismes physiques de compartimentation des tissus infectés. Les événements climatiques extrêmes sont des épreuves majeures. Les tempêtes, avec leurs vents violents, peuvent arracher les arbres, briser leurs branches ou les déraciner. Le gel, en particulier les gelées tardives de printemps, peut endommager les jeunes pousses et les fleurs, compromettant la reproduction. La sécheresse prolongée est une menace existentielle, forçant l'arbre à fermer ses stomates pour limiter la transpiration, réduisant ainsi la photosynthèse et entraînant un stress hydrique pouvant conduire à la mort. Inversement, les inondations peuvent asphyxier les racines en privant le sol d'oxygène. Le processus de sénescence, bien que souvent perçu comme une fin, est une phase intégrale du cycle de vie. Il s'agit d'un déclin progressif des fonctions physiologiques influencé par des facteurs génétiques et environnementaux. Les arbres âgés deviennent plus vulnérables aux maladies et aux ravageurs, leurs mécanismes de défense s'affaiblissent. Leur croissance ralentit, la capacité à réparer les dommages diminue. Cependant, même un arbre sénescent continue de jouer un rôle écologique crucial, servant d'habitat à une multitude d'organismes, de la faune cavernicole aux mousses et lichens. La reproduction est le moyen par lequel l'arbre assure la pérennité de son espèce. La floraison, souvent spectaculaire, est l'expression de cette fonction. La pollinisation, qu'elle soit anémophile par le vent ou entomophile par les insectes, est une étape délicate et dépendante de conditions environnementales spécifiques. La formation des graines, contenues dans les fruits ou les cônes, représente un investissement énergétique considérable. La dispersion de ces graines, par le vent, les animaux ou l'eau, est cruciale pour la colonisation de nouveaux territoires et la survie de l'espèce. Les stratégies de dispersion sont extrêmement variées, de la samarre ailée du sycomore à la noix du chêne enfouie par l'écureuil. L'adaptation à l'environnement est une constante dans la vie de l'arbre. Dans les zones arides, certains développent des racines pivotantes profondes pour atteindre la nappe phréatique. D'autres ont des feuilles réduites ou des cuticules épaisses pour limiter la transpiration. Dans les régions froides, la dormance hivernale permet d'économiser l'énergie et de résister au gel. La caducité des feuilles chez les feuillus est une stratégie pour éviter les pertes d'eau par transpiration quand le sol est gelé et l'eau indisponible. Ces adaptations, fruits de millions d'années d'évolution, témoignent de la capacité des arbres à persister face à des contraintes environnementales diversifiées. Bien au-delà de ce que l'œil perçoit en surface, le monde forestier déploie une existence d'une complexité stupéfiante, un véritable empire invisible dont la richesse n'est égalée que par sa discrétion. Le réseau souterrain, cette vie secrète que les racines et les champignons tissent dans l'obscurité de la Terre, constitue le fondement même de la résilience et de la vitalité des écosystèmes forestiers. Il est le théâtre d'échanges constants, d'alliances insoupçonnées et d'une communication d'une sophistication remarquable, loin des clichés d'une nature solitaire et compétitive. Les racines, ces exploratrices silencieuses, sont bien plus que des ancrages physiques. Elles sont les architectes d'un système vasculaire étendu, pompant l'eau et les nutriments du sol vers les cimes, mais aussi des organes de stockage vitaux. Leur croissance est dynamique, incessante, se frayant un chemin entre les particules du sol, s'adaptant aux variations de densité, d'humidité et de composition chimique. On estime que le système racinaire d'un arbre mature peut s'étendre sur des kilomètres en longueur totale, avec une surface d'absorption considérablement augmentée par la présence de radicelles et de poils absorbants. Ces structures microscopiques sont les points d'entrée primordiaux pour l'eau et les minéraux dissous, et leur intégrité est cruciale pour la santé de l'arbre. La rhizosphère, cette fine pellicule de sol directement influencée par les sécrétions racinaires, est un milieu d'une activité microbienne intense, où les échanges biochimiques sont constants et complexes. Les racines libèrent des exudats, sucres, acides organiques, enzymes, qui modifient le pH du sol, solubilisent certains nutriments et attirent ou repoussent des populations microbiennes spécifiques. Les racines elles-mêmes, en mourant et en se décomposant, contribuent à l'enrichissement du sol en matière organique, formant l'humus. Ce processus est essentiel pour la fertilité du sol, sa capacité à retenir l'eau et les nutriments et sa stabilité structurelle. Le carbone stocké dans les systèmes racinaires et dans le sol, sous forme de matière organique, représente une part considérable du cycle global du carbone, soulignant l'importance des forêts non seulement comme puits de carbone aérien, mais aussi souterrain.
Les implications de cette compréhension du réseau souterrain sont profondes, notamment pour la gestion forestière et la conservation. Une approche qui ne tiendrait compte que de la partie aérienne des arbres ignorerait une dimension essentielle de leur existence et de leur interdépendance. La monoculture, par exemple, réduit la diversité des associations mycorhiziennes, rendant le peuplement plus vulnérable aux maladies et aux stress environnementaux. La dégradation des sols par l'érosion, la compaction ou la pollution peut détruire les réseaux fongiques et les communautés microbiennes, compromettant la santé de la forêt. La restauration écologique des forêts endommagées bénéficie grandement de la réintroduction de la biodiversité fongique et microbienne. Des pratiques comme la conservation des sols, l'utilisation de mycorhizes inoculées pour les jeunes plants ou la protection des arbres mères sont des stratégies essentielles pour maintenir ou restaurer la fonctionnalité des réseaux souterrains. Comprendre que la forêt est un superorganisme où chaque arbre est connecté à une vaste toile de vie invisible modifie notre perspective sur la nature. La compétition, bien que présente, est souvent tempérée par une coopération profonde et généralisée. La survie individuelle est intrinsèquement liée à la résilience collective. En conclusion, la vie secrète du réseau souterrain n'est pas une simple curiosité scientifique, mais une réalité écologique fondamentale. Elle révèle une intelligence et une interconnexion insoupçonnées, où les arbres, les champignons et une myriade d'organismes microscopiques travaillent de concert pour maintenir l'équilibre et la vitalité de l'écosystème forestier. C'est une symphonie silencieuse, orchestrée dans l'obscurité, dont la complexité et l'importance ne cessent d'être dévoilées par la recherche, nous invitant à une compréhension plus holistique et respectueuse de la vie des arbres et de la forêt dans son ensemble. Cependant, les racines ne travaillent que rarement seules. Leur efficacité est décuplée par une collaboration ancestrale et omniprésente avec les champignons. Cette association, connue sous le nom de mycorhize, est un pilier fondamental de la vie terrestre. Environ 90% des espèces végétales et une proportion encore plus élevée d'espèces arborées dépendent des mycorhizes pour leur survie et leur prospérité. Il existe principalement deux grands types de mycorhizes forestières, les ectomycorhizes et les endomycorhizes ou mycorhizes arbusculaires. Les ectomycorhizes, typiques des chênes, des pins, des bouleaux et de nombreux arbres des forêts tempérées et boréales, se manifestent par l'enveloppement des jeunes racines par un manteau fongique dense appelé manteau de Hartig. Ce manteau agit comme une extension du système racinaire, explorant un volume de sol bien plus vaste que les racines seules. Le réseau de filaments mycéliens, les ifs, peut s'étendre sur des mètres, voire des dizaines de mètres à partir d'une seule racine. Ces ifs sont particulièrement efficaces pour prospecter l'eau et les nutriments peu mobiles, tels que le phosphore et l'azote organique, qui sont souvent sous des formes non directement assimilables par les plantes. En échange de ces éléments essentiels, les champignons reçoivent des sucres complexes, des glucides, produits par la photosynthèse de l'arbre. C'est une relation de mutualisme parfaitement équilibrée, où chaque partenaire bénéficie de la spécialisation de l'autre. Des exemples concrets de cette association bénéfique incluent la capacité des champignons mycorhiziens à mobiliser le phosphore piégé dans les roches ou à décomposer la matière organique pour libérer l'azote. Certains champignons ectomycorhiziens peuvent même protéger les racines de l'arbre contre des agents pathogènes ou des métaux lourds toxiques. Les endomycorhizes ou mycorhizes arbusculaires sont encore plus répandus, touchant une majorité d'espèces végétales, y compris de nombreux arbres tropicaux et subtropicaux. Dans ce type d'association, les ifs fongiques pénètrent directement dans les cellules corticales des racines, formant des structures spécialisées appelées arbuscules, véritables arbres microscopiques d'échange, et des vésicules qui servent de lieu de stockage. Contrairement aux ectomycorhizes, il n'y a pas de manteau fongique externe visible. Cependant, le réseau mycélien s'étend également considérablement dans le sol, facilitant l'absorption de l'eau et des nutriments, notamment le phosphore. La symbiose arbusculaire est particulièrement ancienne, datant de l'apparition des premières plantes terrestres, soulignant son importance fondamentale dans l'évolution des écosystèmes. Au-delà de ces échanges individuels, le réseau souterrain se révèle être un système de communication interconnecté à l'échelle de la forêt entière.
Ce que les chercheurs ont appelé le Wood Wide Web n'est pas une simple métaphore, mais une réalité biologique étayée par des décennies de recherche. Les ifs des champignons mycorhiziens peuvent interconnecter les systèmes racinaires de différents arbres, même d'espèces différentes. Un arbre mature peut ainsi être connecté à des dizaines, voire des centaines d'autres arbres via un réseau fongique partagé. Ce réseau permet des transferts bidirectionnels de carbone, d'eau et de nutriments. Des expériences menées avec des isotopes radioactifs ont démontré le déplacement de sucre entre des arbres connectés par des champignons. Par exemple, un arbre donneur, bien exposé au soleil et photosynthétisant activement, peut transférer une partie de son surplus de carbone à un jeune plant receveur situé à l'ombre, qui manque de lumière pour produire suffisamment de sucre. Cette forme de parentage ou de soutien mutuel est particulièrement visible entre un grand arbre et ses semis ou entre des arbres mères et leur descendance. Des études ont montré que des bouleaux et des sapins de Douglas pouvaient échanger du carbone et de l'azote via des réseaux mycorhiziens. Lorsque l'un des arbres était stressé, par exemple par un manque de lumière ou une infection, il recevait davantage de ressources des arbres voisins. Ces transferts ne se limitent pas aux nutriments. Des signaux d'alerte chimiques, des phéromones ou d'autres composés organiques volatiles peuvent également être transmis via le réseau mycélien. Si un arbre est attaqué par des insectes ou un agent pathogène, il peut déclencher une réponse de défense chez les arbres voisins connectés, les préparant ainsi à l'agression avant même d'être directement touchés. C'est une forme de communication d'urgence, une alerte précoce qui confère une résilience accrue à l'ensemble du peuplement. Cette communication souterraine complète la communication aérienne via des composés volatiles, offrant une redondance et une efficacité accrue dans la transmission des informations. La présence de vieux arbres, souvent appelés arbres mères ou arbres de connexion, est d'une importance capitale pour l'intégrité de ces réseaux. Ces arbres, par leur système racinaire étendu et leur longévité, servent de hubs, de points de connexion centraux, maintenant le réseau fongique actif et fournissant des ressources aux jeunes arbres ou aux arbres stressés. La coupe sélective d'arbres matures peut perturber gravement la connectivité du réseau souterrain, affaiblissant la capacité de la forêt à se régénérer et à résister aux perturbations. Au-delà des mycorhizes, d'autres acteurs moins visibles contribuent à la vie secrète du sol forestier. Les bactéries, par exemple, jouent un rôle irremplaçable dans le cycle de l'azote, fixant l'azote atmosphérique en formes assimilables par les plantes ou dénitrifiant les nitrates. Certaines bactéries vivent en symbiose avec des arbres, notamment les actinorhizes, des bactéries fixatrices d'azote associées aux aulnes ou aux casuarinas qui contribuent à enrichir le sol en azote. Les vers de terre et autres invertébrés du sol, par leur activité de fouillement et d'ingestion, participent à l'aération du sol, à la décomposition de la matière organique et à la dispersion des spores fongiques et des graines. Leur travail incessant de bioturbation contribue à structurer le sol, à créer des pores favorisant la circulation de l'eau et de l'air et à mélanger les différentes couches. Le concept de l'arbre en tant qu'hôte de la biodiversité est une notion fondamentale pour appréhender la complexité des écosystèmes terrestres. Il dépasse la simple image d'un végétal ancré dans le sol pour embrasser celle d'une structure biologique, stratifiée et dynamique, offrant une multiplicité d'habitats et de ressources. Chaque partie de l'arbre, depuis ses racines profondes jusqu'à la pointe de ses feuilles les plus hautes, constitue un micro-environnement spécifique propice à l'établissement et au développement d'une faune et d'une flore variées. La structure racinaire, souvent invisible à l'œil nu, représente déjà un écosystème en soi. Les racines ancrent l'arbre, mais elles interagissent également de manière complexe avec le sol environnant. Ce réseau souterrain est le siège d'échanges nutritifs et hydriques essentiels. Il abrite une communauté dense de micro-organismes, bactéries, champignons, nématodes, protozoaires, qui jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments et la décomposition de la matière organique. La mycorhization, cette symbiose entre les racines de l'arbre et certains champignons, est un exemple éloquent de cette interdépendance. Les filaments fongiques étendent considérablement la surface d'absorption des racines, permettant à l'arbre d'accéder à des ressources éloignées ou peu disponibles. En retour, l'arbre fournit aux champignons des glucides produits par la photosynthèse.
Cette association bénéfique contribue à la santé et à la résilience de l'arbre, mais elle soutient aussi toute une guilde d'organismes du sol qui se nourrissent de ces réseaux ou s'abritent dans leurs interstices. Les galeries creusées par les vers de terre et autres invertébrés, les cavités naturelles ou formées par la décomposition de racines mortes offrent des refuges et des voies de circulation souterraines. En milieu urbain, où la végétation naturelle est fragmentée et souvent perturbée, les arbres isolés, les alignements d'arbres ou les petits bosquets jouent un rôle d'autant plus crucial en tant que refuges et corridors écologiques. Ils fournissent des habitats, de la nourriture et des aires de repos pour la faune locale et migratrice, contribuant à maintenir une certaine biodiversité en ville. Un arbre urbain peut abriter des nids d'oiseaux, des colonies d'insectes, des lichens et des mousses, offrant un aperçu de la vie sauvage dans un environnement anthropisé. La diversité des essences d'arbres est un facteur déterminant de la richesse en biodiversité d'un écosystème. Une forêt monoculturelle, composée d'une seule espèce d'arbre, offre une gamme d'habitats et de ressources beaucoup plus limitée qu'une forêt hétérogène, avec une multitude d'essences, d'âges et de structures variées. Chaque espèce d'arbre a ses propres caractéristiques écologiques, ses propres interactions avec la faune et la flore, et ses propres communautés d'organismes spécialisés qui lui sont associés. Une forêt diversifiée peut donc soutenir un éventail beaucoup plus large d'espèces. Les arbres ne sont pas seulement des hôtes passifs, ils interagissent activement avec leur environnement et les autres organismes. Ils peuvent émettre des composés organiques volatiles qui communiquent avec d'autres arbres ou attirent des insectes pollinisateurs ou des prédateurs d'herbivores. Ils peuvent modifier la composition chimique du sol par leur litière ou leurs exsudats racinaires. Ces interactions dynamiques soulignent la complexité de l'arbre en tant que pivot écologique. En résumé, l'arbre est bien plus qu'une simple plante. Il est un complexe architectural biologique, évoluant constamment et interagissant avec son environnement, offrant une multitude de micro-habitats, de sources de nourriture, de refuges et de services écologiques. De ses racines les plus profondes à ses feuilles les plus hautes, chaque partie contribue à soutenir une toile de vie dense et interconnectée. La biodiversité qu'il abrite et qu'il influence est le reflet de sa propre complexité et de son rôle irremplaçable dans le maintien des équilibres naturels des écosystèmes terrestres. Au-dessus du sol, le tronc constitue la colonne vertébrale de l'arbre, supportant l'ensemble de sa structure aérienne. L'écorce, sa couche protectrice externe, est un habitat en elle-même. Son épaisseur, sa texture, lisse, rugueuse, fissurée, écailleuse, et sa composition chimique varient considérablement selon les espèces. Ces variations créent une mosaïque de micro-habitats pour une diversité d'organismes. Les lichens et les mousses s'y développent, formant des tapis absorbants qui retiennent l'humidité et offrent un substrat pour de petits invertébrés. Les fissures et crevasses de l'écorce fournissent des abris pour des insectes, des araignées, des coléoptères et même des larves de papillons qui y passent une partie de leur cycle de vie à l'abri des prédateurs et des intempéries. Certains oiseaux, tels que les citelles, parcourent l'écorce à la recherche d'insectes cachés. Les chauves-souris peuvent également utiliser les anfractuosités profondes comme gîtes diurnes ou nocturnes, notamment sous les écailles de certaines écorces. Avec le temps, le tronc peut développer des cavités, des creux ou des zones de bois mort, souvent à la suite de blessures, de l'action de champignons lignivores ou d'insectes xylophages. Ces éléments, loin d'être des signes de déclin universel, sont des niches écologiques de première importance. Les cavités sont des sites de nidification pour de nombreuses espèces d'oiseaux comme les mésanges, les pics, les chouettes, les faucons cresserelles. Elles servent aussi de gîtes pour des mammifères, tels que les écureuils, les loirs et diverses espèces de chauves-souris. Les insectes saproxyliques, spécialisés dans la consommation de bois mort et en décomposition, sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire et jouent un rôle crucial dans le recyclage de la matière organique. Leurs larves servent de nourriture à de nombreux prédateurs. Le bois mort, même s'il semble inerte, est une source de vie continue, abritant des champignons, des bactéries, des insectes et d'autres invertébrés qui participent à sa lente dégradation, restituant ainsi des nutriments au sol. La ramification du tronc et des branches crée un vaste espace tridimensionnel, le houppier, qui est un véritable biome suspendu.
Les branches elles-mêmes offrent des surfaces pour la croissance d'épiphytes, plantes qui poussent sur d'autres plantes sans les parasiter, comme certaines mousses, lichens, fougères et orchidées tropicales. Ces épiphytes créent à leur tour des micro-habitats, retenant l'eau et la matière organique et abritant une faune spécifique d'insectes, d'arthropodes et même de petites grenouilles ou lézards dans les climats humides. Les feuilles, organes primordiaux de la photosynthèse, sont aussi des centres d'activité biologique intense. Leur surface est colonisée par des micro-organismes, bactéries et champignons, qui peuvent être saprophytes ou parfois pathogènes. Elles sont la principale source de nourriture pour de nombreux herbivores, chenilles de papillons, larves de coléoptères, pucerons, acariens et divers invertébrés qui se nourrissent de la sève ou du limbe foliaire. Ces herbivores constituent la base alimentaire pour une multitude de prédateurs, coccinelles, chrysopes, araignées, guêpes parasitoïdes et oiseaux insectivores. Les oiseaux construisent leur nid dans le feuillage dense, à l'abri des regards et des prédateurs, et y élèvent leurs jeunes. Les feuilles fournissent également de l'ombre et un microclimat plus frais et plus humide, bénéfique pour nombreuses espèces en période de forte chaleur. La production de fleurs et de fruits par l'arbre est un autre aspect essentiel de sa contribution à la biodiversité. Les fleurs, avec leurs couleurs, leurs formes et leurs parfums variés, attirent une grande diversité de pollinisateurs. Abeilles, bourdons, papillons, colibris, chauves-souris frugivores et même certains rongeurs. La pollinisation est un service écosystémique fondamental, garantissant la reproduction de nombreuses espèces végétales, y compris les arbres eux-mêmes, et assurant la production de fruits et de graines. Ces derniers, qu'il s'agisse de baies charnues, de noix, de samards ou d'acènes, sont une source de nourriture vitale pour une multitude d'animaux. Les oiseaux frugivores, les écureuils, les loirs, les renards, les blaireaux et même les grands mammifères comme les ours dépendent de ces ressources pour leur survie, participant en retour à la dispersion des graines et contribuant ainsi à la régénération forestière. Les fruits pourris au sol fournissent aussi un substrat riche en nutriments pour certains insectes et micro-organismes décomposeurs. Au-delà de ses structures physiques, l'arbre influence son environnement immédiat de manière significative. Sa canopée modifie le régime lumineux au niveau du sol, créant des ondes d'ombre qui favorisent le développement de plantes sciaphiles et offrent un refuge contre l'ensoleillement direct. Elle intercepte également les précipitations, modulant le ruissellement et l'infiltration de l'eau dans le sol. La transpiration des arbres contribue à l'humidité atmosphérique locale et peut influencer les schémas météorologiques à plus grande échelle. Les racines stabilisent le sol, préviennent l'érosion et améliorent sa structure, ce qui est bénéfique pour l'ensemble de la communauté édaphique. L'arbre, en tant qu'entité vivante, est également le point de départ de chaînes trophiques complexes. Les herbivores se nourrissent de ces tissus végétaux. Les prédateurs se nourrissent des herbivores. Les parasitoïdes attaquent les insectes herbivores. Les décomposeurs transforment la matière organique morte issue de l'arbre et des organismes qui en dépendent. Ces interactions créent un réseau complexe de relations interspécifiques qui soutiennent la biodiversité à tous les niveaux. La durée de vie d'un arbre, souvent de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles ou millénaires pour certaines espèces, permet le développement de communautés écologiques stables matures. Un vieil arbre, avec ses caractéristiques uniques, cavité, bois mort sur pied, écorce profondément fissurée ou pieds étendus, offre des habitats irremplaçables que les jeunes arbres ne peuvent pas fournir. Ces arbres matures, souvent qualifiés de vieux arbres remarquables ou d'arbres vétérans, sont des points chauds de biodiversité. Leur lente dégradation et leur transformation progressive en bois mort au fil des décennies enrichissent continuellement l'écosystème en créant de nouvelles niches. Le regard posé sur la canopée, sur l'étendue des forêts qui drapent les continents, il est aisé d'oublier la complexité inhérente à la vie de l'arbre, et plus spécifiquement à son souffle silencieux et omniprésent, la photosynthèse. Ce processus biochimique, fondamental pour la quasi-totalité de la vie sur Terre, est l'ingénierie même de l'énergie et de la matière organique à partir de ressources inorganiques simples. Il représente une prouesse évolutive, une signature de l'ingéniosité du vivant dont la compréhension est essentielle pour appréhender l'équilibre de notre planète. La photosynthèse, littéralement fabriquée avec de la lumière, est l'architecture sur laquelle repose l'ensemble des réseaux trophiques.
Sans elle, l'énergie solaire, immense et inépuisable, resterait inaccessible sous une forme utilisable par la plupart des organismes. C'est un mécanisme de conversion énergétique d'une efficacité remarquable qui capte l'énergie lumineuse et la transforme en énergie chimique, stockée dans des liaisons moléculaires de sucre. Pour atténuer les effets de la photorespiration, certaines plantes ont développé des adaptations. Les plantes en C4, comme le maïs ou la canne à sucre, et les plantes CAN, métabolisme acide crassulacé, comme les cactus, ont évolué des mécanismes pour concentrer le CO2 autour de la rubisco. Les plantes en C4 séparent spatialement la fixation du carbone initial et le cycle de Calvin. Le CO2 est d'abord fixé dans des cellules du mésophile en un composé à 4 carbones, puis transporté vers les cellules de la gaine fasciculaire où il est libéré et entre dans le cycle de Calvin. Les plantes CAM, quant à elles, séparent temporellement ces processus. Elles ouvrent leur stomate la nuit pour fixer le CO2 et le stocker sous forme d'acides organiques, puis le libèrent pendant la journée avec les stomates fermés pour le cycle de Calvin. Ces adaptations sont des exemples éloquents de l'évolution face aux contraintes environnementales. Le produit final du cycle de Calvin est le triose phosphate, un sucre à 3 carbones. Ces molécules peuvent ensuite être utilisées pour synthétiser d'autres glucides, comme le glucose, le saccharose, le sucre de transport dans la plante ou l'amidon, le sucre de stockage. Le glucose est ensuite utilisé comme source d'énergie pour la respiration cellulaire de la plante ou comme brique de construction pour d'autres molécules organiques essentielles telles que la cellulose, l'hémicellulose, la lignine, les protéines, les lipides, les acides nucléiques et une multitude de métabolites secondaires qui confèrent aux plantes leurs propriétés uniques. Ainsi, la photosynthèse ne se limite pas à la production de sucre. Elle est le point de départ de la synthèse de toute la biomasse végétale. Chaque feuille, chaque tige, chaque racine, chaque fruit, chaque graine est le résultat de l'énergie solaire capturée et transformée. L'arbre, dans sa majesté, est une manifestation palpable de ce processus. Le bois, matériau résistant et durable, est principalement composé de cellulose et de lignine, des polymères complexes dérivés du carbone fixé par photosynthèse. L'impact de la photosynthèse s'étend bien au-delà de l'organisme végétal lui-même. Elle est le principal moteur du cycle du carbone, agissant comme un puits de carbone en retirant le dioxyde de carbone de l'atmosphère et en le séquestrant dans la biomasse végétale et les sols. La déforestation et l'altération des écosystèmes végétaux ont des conséquences directes sur cet équilibre, contribuant à l'augmentation des concentrations atmosphériques de CO2 et au changement climatique. Inversement, la capacité de la photosynthèse à séquestrer le carbone est une avenue majeure de recherche pour l'atténuation du changement climatique. Au-delà de l'aspect énergétique et matériel, la photosynthèse est un processus qui soulève des questions fondamentales sur la vie elle-même. Comment une telle machinerie moléculaire complexe a-t-elle pu évoluer? Les premières formes de vie photosynthétique, probablement des cyanobactéries, ont transformé une atmosphère primitive anoxique en une atmosphère riche en oxygène, ouvrant la voie à l'émergence des eucaryotes et des organismes pluricellulaires. Cette grande oxydation fut un événement cataclysmique et transformationnel, dont l'écho se fait encore sentir dans chaque respiration que nous prenons. La photosynthèse est également un processus d'une efficacité remarquable, bien que non parfaite. Le rendement quantique, c'est-à-dire le nombre de molécules d'oxygène produites par photon absorbé, n'est pas de 100%. Des pertes énergétiques se produisent à chaque étape, notamment sous forme de chaleur ou via des processus de fluorescence. Cependant, cette efficacité est suffisante pour soutenir l'immense biomasse terrestre et la diversité des écosystèmes. Des recherches sont menées pour tenter d'améliorer l'efficacité photosynthétique des cultures, un enjeu crucial pour la sécurité alimentaire mondiale face à une population croissante. La photosynthèse est un pilier de la biosphère, un moteur essentiel qui nourrit la vie et modèle l'environnement. Elle est la source de l'oxygène que nous respirons, la base de notre alimentation, la matière première de nombreux matériaux et combustibles. De la feuille la plus humble au séquoia le plus imposant, chaque plante participe à ce souffle silencieux de la Terre, une symphonie biochimique incessante dont la grandeur et l'importance sont souvent sous-estimées.
La compréhension de la photosynthèse n'est pas seulement une question de biologie, elle est une clé pour déchiffrer les dynamiques de notre planète et pour envisager un avenir durable. Au cœur de ce phénomène se trouvent les pigments photosynthétiques, dont la chlorophylle est la plus emblématique et la plus visible. Cette molécule, conférant aux feuilles leur teinte verte caractéristique, est dotée d'une structure chimique particulière, capable d'absorber sélectivement les photons dans les spectres bleu, violet et rouge de la lumière visible. Les longueurs d'onde vertes, moins absorbées, sont réfléchies, d'où la couleur perçue. Il existe d'autres pigments accessoires, comme les carotémaïdes, qui absorbent dans d'autres régions du spectre, élargissant ainsi la fenêtre d'absorption de la lumière et protégeant parfois la chlorophylle d'un excès de rayonnement. Le site de cette machinerie biochimique est la feuille, organe spécialement adapté à cette fonction. Sa structure est optimisée pour la capture de la lumière et l'échange gazeux. L'épiderme transparent laisse passer la lumière, tandis que les cellules du mésophile, riches en chloroplastes, sont le siège des réactions photosynthétiques. Les stomates, petites ouvertures régulées à la surface de la feuille, permettent l'entrée du dioxyde de carbone et la sortie de l'oxygène, ainsi que la transpiration de l'eau. Cette régulation est cruciale pour équilibrer les besoins en CO2 pour la photosynthèse et la minimisation de la perte d'eau, un défi constant pour les plantes terrestres. À l'intérieur des cellules végétales, les chloroplastes sont les organites dédiés à la photosynthèse. Ce sont de petits compartiments délimités par une double membrane contenant un réseau interne complexe de membranes appelé thylakoïdes. Ces thylakoïdes sont souvent empilés en structures appelées granats. C'est au niveau des membranes des thylakoïdes que se déroulent les réactions photodépendantes, ou phases lumineuses. La phase lumineuse est une série de réactions photochimiques qui débutent par l'absorption de l'énergie lumineuse par les chlorophylles et autres pigments au sein de complexes protéiques appelés photosystèmes. Il existe deux types de photosystèmes, I et II, qui travaillent en tandem. L'énergie absorbée excite les électrons de la chlorophylle, les propulsant vers un état d'énergie supérieur. Ces électrons de haute énergie sont ensuite transférés le long d'une chaîne de transport d'électrons, une série de molécules qui acceptent et donnent séquentiellement des électrons. Au fur et à mesure que les électrons descendent le long de cette chaîne, leur énergie est utilisée pour pomper des protons à travers la membrane du thylakoïde, créant un gradient de concentration. Ce gradient électrochimique est ensuite exploité par une enzyme, l'ATP synthase, pour produire de l'adénosine triphosphate, ou ATP, une molécule de stockage d'énergie universelle dans les cellules. Parallèlement, les électrons sont finalement transférés à une autre molécule porteuse d'énergie, le NADPH, sous forme réduite. Pour remplacer les électrons perdus par la chlorophylle du photosystème 2, l'eau est scindée dans un processus appelé photolyse de l'eau. Cette réaction libère des électrons, des protons et de l'oxygène moléculaire. L'oxygène est un sous-produit de la photosynthèse qui a été libéré dans l'atmosphère au cours des milliards d'années, modifiant radicalement sa composition et permettant l'émergence de la vie aérobie. C'est ainsi que la photosynthèse a façonné l'environnement terrestre, le rendant propice à la vie telle que nous la connaissons. La phase lumineuse produit donc de l'ATP et du NADPH, molécules qui sont ensuite utilisées dans la deuxième phase de la photosynthèse, connue sous le nom de cycle de Calvin ou phase indépendante de la lumière. Cette phase se déroule dans le stroma du chloroplaste, la matrice fluide entourant les thylakoïdes. Le cycle de Calvin est un ensemble de réactions enzymatiques qui fixent le dioxyde de carbone atmosphérique et le réduisent en glucides, principalement le glucose. La première étape cruciale est la fixation du carbone, où le CO2 se combine avec un sucre à 5 carbone, le ribulose 1,5 biphosphate, RuBP, grâce à l'enzyme Rubisco, la ribulose 1,5 biphosphate carboxylase oxygénase. La Rubisco est l'enzyme la plus abondante sur Terre, témoignant de l'importance de son rôle dans le cycle du carbone global. La Rubisco n'est cependant pas exempte de défauts. En plus de sa fonction de carboxylation, elle possède également une activité d'oxygénation, où elle peut fixer de l'oxygène au lieu du dioxyde de carbone. Ce processus, appelé photorespiration, est un gaspillage d'énergie pour la plante, car il consomme de l'ATP et du NADPH sans produire de glucides et libère du CO2.
La photorespiration est particulièrement problématique dans des conditions de forte lumière et de forte chaleur, où les stomas se ferment pour conserver l'eau, entraînant une augmentation du rapport O2 sur CO2 à l'intérieur de la feuille. La vie d'un arbre est une chronique ininterrompue des cycles terrestres, une symphonie silencieuse des saisons qui façonne son existence depuis la germination jusqu'à la décomposition finale. Cette métamorphose perpétuelle, inscrite dans ses fibres, est une danse avec le temps, une adaptation constante aux impératifs du climat et de la lumière. Au commencement, le printemps s'éveille. Il n'est pas une explosion soudaine, mais une remontée lente de la sève brute depuis les racines, gorgée des réserves accumulées. Cette sève, chargée de nutriments et d'eau, est le signal d'un réveil physiologique profond. Les bourgeons, hermétiquement clos durant l'hiver, commencent à gonfler. Ces structures protectrices, véritables boucliers contre le froid et la déshydratation, révèlent progressivement leur trésor. Des feuilles miniaturisées, parfaitement pliées, attendant leur heure. Chez les feuillus, le débourrement est spectaculaire. Les écailles tombent, libérant les jeunes feuilles vert tendre, souvent revêtues d'un duvet protecteur. Ce duvet, appelé tomentum, agit comme une isolation thermique et réduit la perte d'eau par transpiration dans les premières phases de croissance. Simultanément, les fleurs apparaissent. Chez les arbres à floraison précoce, comme les saules ou les noisetiers, elles éclosent avant les feuilles afin de maximiser la dispersion pollinique par le vent sans l'obstacle du feuillage. Les couleurs et les parfums des fleurs attirent les pollinisateurs, insectes essentiels à la reproduction sexuée de l'arbre. Chaque type de fleur, qu'elle soit hermaphrodite ou unisexuée, présente une architecture spécifique optimisée pour son mode de pollinisation. Les fleurs sont des organes éphémères, leur durée de vie étant dictée par la nécessité de la fécondation. Une fois pollinisés, les ovules fertilisés commencent leur développement pour former les fruits qui, à leur tour, abriteront les graines. La production de chlorophylle s'intensifie, donnant aux feuilles leur couleur verte caractéristique, essentielle à la photosynthèse, le processus vital de conversion de l'énergie solaire en sucre. L'été s'installe, apportant son lot de chaleur et de lumière intense. C'est la période de croissance maximale pour l'arbre. Les feuilles, désormais pleinement déployées, sont les usines de production d'énergie. Des milliards de cellules chlorophylliennes au sein de chaque feuille captent la lumière solaire, l'eau absorbée par les racines et le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour produire des glucides. Ce processus, la photosynthèse, est régulé par les stomates, de petites ouvertures sur la surface des feuilles qui permettent l'échange gazeux. Cependant, une transpiration excessive peut entraîner un stress hydrique, particulièrement en période de sécheresse. L'arbre y répond par divers mécanismes. Fermeture partielle des stomates, orientation des feuilles pour réduire l'exposition directe au soleil ou, dans des cas extrêmes, un dépérissement prématuré des feuilles. Les fruits, issus des fleurs fécondées, mûrissent progressivement. Leur croissance demande une quantité considérable d'énergie, détournée souvent de la croissance végétative de l'arbre. La maturation des fruits est un processus complexe, impliquant des changements biochimiques. Accumulation de sucre, transformation des acides, modification des pigments. Ces changements rendent les fruits attrayants pour les disperseurs de graines, qu'il s'agisse d'animaux ou de mécanismes de dispersion éolienne ou hydrique. Les graines, contenues dans ces fruits, sont des capsules de vie, prêtes à entamer un nouveau cycle. L'écorce, quant à elle, continue de s'épaissir. Elle protège le cambium, la couche de cellules responsable de la croissance en épaisseur du tronc et des branches, et offre une barrière contre les parasites, les maladies et les dommages mécaniques. L'été est également la période où l'arbre stocke les nutriments excédentaires, notamment sous forme d'amidon, dans ses racines, son tronc et ses branches. Ces réserves seront cruciales pour le réveil printanier de l'année suivante. L'écorce, quant à elle, continue de s'épaissir. Elle protège le cambium, la couche de cellules responsable de la croissance en épaisseur du tronc et des branches, et offre une barrière contre les parasites, les maladies et les dommages mécaniques. L'été est également la période où l'arbre stocke les nutriments excédentaires, notamment sous forme d'amidon, dans ses racines, son tronc et ses branches. Ces réserves seront cruciales pour le réveil printanier de l'année suivante. L'automne marque la transition, une période de préparation à l'inactivité hivernale. Les jours raccourcissent et la température diminue. Ces signaux environnementaux déclenchent une série de changements physiologiques.
La chlorophylle, instable sous l'effet du froid et de la diminution de la lumière, se dégrade progressivement. C'est alors que les pigments caroténoïdes et anthocyanes, déjà présents ou nouvellement synthétisés, se révèlent. Les caroténoïdes, responsables des jaunes et des oranges, sont présents toute l'année mais masqués par le vert intense de la chlorophylle. Les anthocyanes, qui donnent les rouges et les violets, sont souvent produits en grande quantité en fin de saison en réponse à des conditions spécifiques, comme des nuits froides et des journées ensoleillées. Cette explosion de couleurs est un spectacle visuel, mais elle n'est qu'un symptôme externe d'un processus plus profond, la récupération des nutriments. L'arbre déplace les sucres, les minéraux et l'azote des feuilles vers ses tissus de stockage permanent. Un processus d'abscission commence alors. Une couche de cellules spéciales se forme à la base du pétiole de la feuille, affaiblissant la liaison entre la feuille et la branche. Lorsque cette couche est pleinement formée, la feuille se détache, tombant au sol. La chute des feuilles est une stratégie d'adaptation essentielle pour les arbres des climats tempérés et froids. Elle réduit la perte d'eau par transpiration pendant l'hiver, lorsque l'eau est gelée et donc inaccessible aux racines. Elle diminue également le risque de dommages causés par le poids de la neige sur les branches. Les arbres persistants, eux, ont des feuilles adaptées pour résister au froid et à la déshydratation, souvent petites, rigides et recouvertes d'une cuticule cireuse. L'arbre entre progressivement en dormance, son métabolisme ralentit, se préparant aux rigueurs de l'hiver.